suis Thierry Prestel, je suis directeur d'une association qui s'appelle Promotion Santé Bretagne, qui, comme son nom l'indique, s'occupe de promotion de la santé, qui est notamment soutenue par l'Agence régionale de santé. Et je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui pour cette journée intéressante, importante et novatrice sur la question de la vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes en situation de handicap, des professionnels qui les accompagnent, des bénévoles et de leur entourage qui les soutient. Et la première table ronde de la journée commence par le sujet le plus grave, qui est celui des violences. Donc le déroulement va être le suivant. Dans un premier temps, nous aurons une intervention de Marie Rabatel pour lancer le thème sous un angle plutôt général et politique. Donc Madame Rabatel est une personne concernée, aussi une experte auprès de différentes instances, donc elle parlera tout à l'heure. Et puis ensuite, chacune des intervenantes présentes s'exprimera pour se présenter brièvement et puis présenter les principaux services de la structure au sein de laquelle elle travaille. L'idée générale étant de montrer qu'il y a une diversité de ressources et aussi d'identifier ou de clarifier les voies d'accès. Qu'est-ce qu'on fait en cas de violence? Enfin, comment est-ce qu'on peut mieux les repérer? Et une fois qu'on a repéré une violence, vers qui on peut s'orienter, vers qui on peut orienter la personne, comment on peut la soutenir, avec la volonté qui a été exprimée dans chacune de ces structures que l'accueil soit aussi bon, aussi compréhensif, aussi soutenant que possible. Donc, sans plus attendre, nous allons donner la parole à Madame Rabatel. Donc, Madame Rabatel, je vous laisse à la fois vous présenter et puis introduire le sujet que vous connaissez bien. C'est un peu compliqué d'intervenir parce que j'étais complètement perdue, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de son. Donc c'est un peu difficile de prendre la parole comme ça en cours, on ne sait pas ce qui a été dit avant. Enfin bon. Donc moi je suis Marie Rabatel, je suis experte sur le sujet des violences et du handicap. Donc j'interviens dans différents ministère égalité hommes-femmes, de l'enfance, du sport et du handicap. Je suis également membre expert pour le comité interministériel du handicap et la commission inceste sexuel faite aux enfants. Et je suis moi-même une personne. Voilà. Donc, pour introduire le sujet des violences sexuelles et du handicap, il faut savoir déjà que les personnes en situation de handicap sont plus vulnérables aux violences sexuelles. Les enfants en situation de handicap sont 5 fois plus victimes que les autres. Les enfants sans handicap, quand on parle de l'autisme, donc une étude a démontré que les personnes autistes sont encore plus touchées par les violences sexuelles, puisque 9 femmes sur 10 ont subi des agressions sexuelles ou des viols. 47% avant l'âge de 14 ans et 31% avant l'âge de 9 ans. Alors pourquoi ce public est plus touché par les violences sexuelles? Eh bien, tout d'abord, il faut déjà voir que dans notre société, quand on parle des violences sexuelles commises sur les personnes handicapées, on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie d'entendre, qui fait que ça augmente en fait les facteurs de vulnérabilité face à cette population. Et puis, vous savez, quand vous êtes un enfant en situation de handicap, eh bien, on vous apprend à être un petit soldat de soumission. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est un enfant et qu'on a des difficultés dans son quotidien, et bien, l'adulte, les parents, l'éducateur, le professionnel va toujours décider à notre place, va toujours faire à notre place, parce que nous, on va avoir une manière peut-être maladroite de le faire. Et petit à petit, on apprend en tant qu'enfant handicapé que notre voix, elle a aucune valeur, que ce qu'on choisit de faire, c'est jamais bon, et que finalement, on apprend toujours à dire oui à l'adulte, même si nous, on a envie de faire. Et on s'ajoute à ça aussi tous ces rendez-vous médicaux qu'on peut avoir ou paramédical, qui fait que notre corps
et elle est toujours à la disposition des professionnels et que, eh bien, voilà, on apprend aussi que notre corps, il n'est pas à nous, mais il est toujours à, à l'autre, puisque l'autre, voilà, peut, voilà, nous faire des gestes qu'on n'apprécie pas, mais on va nous dire que c'est pour notre bien. Vous savez, moi, quand j'étais enfant, j'avais des grosses difficultés pour oraliser. Je suis allé d'ailleurs dans une école où on appris à parler avec la langue des signes et les codes de couleur. Eh bien, j'ai eu beaucoup d'heures d'orthophoniste. Et l'orthophoniste, en fait, eh bien, m'a un peu, on va dire, traumatisé toute cette partie-là, puisqu'il passait son temps à m'appuyer en fait sur les joues pour que je puisse ouvrir la bouche, former voilà les lèvres pour que le son puisse sortir correctement. Et bien voilà, enfin après on apprend que même si on nous fait du mal, c'est soi-disant pour notre bien. Et puis du coup, quand on se retrouve face à un prédateur, eh bien, on se rend pas compte que c'est un prédateur et que du coup, eh bien, on est dans l'incapacité, on va dire, de se rendre compte qu'on est dans une situation de danger. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans les chiffres qui concernent les personnes autistes, c'est qu'en plus, il y a un décalage entre les mots utilisés, c'est-à-dire qu'une personne autiste, eh bien, n'a pas le cerveau qui lui permet de comprendre les sous-entendus et l'implicite, ce qui fait que on va se retrouver dans une situation où l'autre pense qu'il est dans une situation de drague et que nous, on est juste dans une relation où on essaye de communiquer. Et du coup, eh bien, on va s'apercevoir du danger une fois que le danger sera là, quoi. Et puis il y a aussi toute cette difficulté qu'ont de nombreuses personnes en situation de handicap, c'est de la communication. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas accès à l'oralité. Il y a des personnes qui communiquent d'une manière différente, qui communiquent avec voilà, des outils de communication qui leur permettent de s'exprimer. Et il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, toutes ces personnes n'ont pas d'outils de communication. Et voilà, moi je pourrais dire que c'est quand même assez criminel de laisser une personne sans moyen de communication pour lui permettre de s'exprimer. Parce que quand cette personne va se retrouver eh bien, face à un prédateur, à un agresseur, eh bien, du coup, elle n'a aucun moyen pour pouvoir exprimer ce qu'elle vient de subir. Et puis, voilà, quand vous êtes handicapé, tous les comportements en lien avec les violences sexuelles, les conséquences psychotraumatiques, seront mis quasi systématiquement sur le dos du handicap. Et du coup, on invisibilise ces violences. Et puis, petit à petit, la personne handicapée va comprendre que ce qu'elle subit, c'est finalement normal, puisque quand le corps l'exprime, eh bien, il n'y a aucune personne qui l'entend et qui comprend ce qu'elle est après exprimée, quoi. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les violences commises sur les personnes en situation de handicap ont lieu de partout, aussi bien à domicile, aussi bien dans les établissements médico-sociaux, aussi bien dans les transports, puisqu'on retrouve aussi eh bien, de nombreuses violences sexuelles commises dans les BSL ou dans les ambulances. Et puis voilà, en fait, les violences sexuelles ont lieu de partout, hein, en situation de handicap ou non. Sauf que voilà, il y a des facteurs de vulnérabilité qui fait que ces personnes sont encore plus des cibles privilégiées des prédateurs. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est que on se retrouve très souvent. Moi, j'interviens assez souvent dans les établissements médico-sociaux et on s'aperçoit qu'il y a quand même une omerta dans les établissements, que les professionnels n'osent pas parler. Alors, des fois, il y en a qui vont nous dire on ne sait pas ce qu'il faut faire, mais en tant que citoyen,
on est face à une personne victime de viol, eh bien, avant d'être un professionnel, on est un citoyen. Il y a une loi qui existe. Et c'est une loi, on appelle ça la loi de non-dénonciation de crime, qui fait que, vu que le viol est considéré comme un crime, eh bien, vous avez le devoir, eh bien, de signaler à la gendarmerie ce que vous avez vu. Voilà. Sinon, vous êtes passible d'une amende de 45 000 € et de 5 ans de prison. Voilà. Et je pourrais conclure que c'est que le facteur principal de vulnérabilité des personnes en situation de handicap, c'est souvent cette société, la société, que j'appelle la société aux yeux bandés. C'est-à-dire que c'est une société qui refuse de voir, refuse de parler de ces sujets et qu'on nomme pas les choses. En fait, on participe en fait à ce déni et à cette omerta que subissent les personnes en situation de handicap. Et moi, j'ai été victime de violences sexuelles, de viol plutôt. Et quand j'ai exprimé ce que j'ai subi, je l'ai dessiné en fait avec des petits dessins en bâton. Voilà, je suis pas une grande dessinatrice, mais ça voulait quand même bien dire ce que ça voulait dire. Il y a l'adulte qui était présent, a pris mon dessin, a déchiré mon dessin, et il m'a dit que j'étais folle de dessiner des choses comme ça. Et en fait, suite à ça, pendant, on va dire, presque 30 ans, un peu plus de 30 ans, eh bien, je n'en ai jamais reparlé à personne. Et finalement, voilà, on m'avait dit que j'étais folle de dessiner ça, et puis surtout que voilà, que c'était une honte de dessiner des choses comme ça. Et quand vous êtes face à une personne qui vous exprime quelque chose, notamment qu'elle vient de subir, eh bien c'est important de se poser, d'écouter, d'entendre ce qu'elle vous dit, puisque notamment chez les enfants vont dire une fois. Et si l'adulte présent n'entend pas, eh bien, il ne le redira pas. Voilà. Donc, si on veut bannir ces violences sexuelles commises sur les personnes en situation de handicap ou non, eh bien, c'est important. Enfin, nous tous, moi, vous, eh bien, on a tous notre rôle à jouer pour éradiquer ces violences et surtout pas être dans une société aux yeux bandés. Voilà ce que je pourrais vous dire sur le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Rabatel. Nous allons maintenant passer à la suite des interventions. Dû aux conditions de circulation à Vannes, on a pris du retard, donc le déroulé sera un peu plus tendu qu'on ne l'aurait souhaité. On va s'arrêter à 11h pour une courte pause. Et maintenant, je vais passer la parole à Madame Villard-Pénaud, qui est chef du pôle prévention des violences et protection des majeurs au Conseil départemental du Morbihan. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc chef du pôle prévention des violences et protection des majeurs au sein de la direction du développement social et de l'insertion au département du Morbihan. Ce pôle est chargé de différentes thématiques. Donc, je suis référente départementale sur la question des violences intrafamiliales. Et notre pôle réceptionne aussi et s'articule avec les services des tribunaux sur toutes les questions de signalement et de demande de protection des majeurs vulnérables. Voilà, donc nous sommes en fait un service, en interface en fait, on facilite en fait les liens entre les travailleurs sociaux, les territoires d'intervention sociale
et les services de justice pour permettre la protection des Morbihanais les plus vulnérables. Je vais vous présenter aussi les centres Morbihan Solidarité, puisqu'en fait, nos services sont ouverts à tout public, donc à tous les Morbihanais, en situation de handicap ou pas. Nous sommes développés sur tout le territoire avec un maillage territorial qui permet de pouvoir obtenir un rendez-vous, un accueil, une écoute avec les professionnels du département. Donc nous avons des chargés d'accueil et des assistants sociaux qui sont chargés d'écouter, de comprendre la demande de la personne, mais aussi d'identifier éventuellement d'autres besoins que pourrait avoir la personne. Dans ces centres Morbihan de la solidarité, donc les CMS, nous avons aussi d'autres professionnels qui sont sages-femmes, puéricultrices, éducateurs. Donc en fait, le public, les personnes en situation de handicap peuvent être amenées à consulter ou à se rendre dans nos espaces à différents moments de leur vie. Et donc ça peut être aussi dans le cadre d'une grossesse ou d'une naissance. Donc les missions principales du service social sont des missions donc de ce que je vous disais, d'accueil, d'écoute, d'octroi d'aide financière, d'accompagnement au niveau du RSA, d'aide au niveau administratif, bien évidemment. Et puis ensuite, sur le volet protection, il y a le volet bien sûr de la protection de l'enfance, mais sur le volet des majeurs vulnérables, nos professionnels peuvent être amenés à identifier des situations de violence conjugale, de violence intrafamiliale, qui vont nécessiter soit un accompagnement en fonction de ce que la personne souhaitera, ou une orientation vers les partenaires locaux qui se trouvent autour du domicile en fait de la personne. Tout cela est travaillé avec l'accord de la personne pour évidemment l'accompagner dans ses démarches, dans ce chemin qu'on sait aussi difficile, hein, avec des allers-retours. C'est pour cela que le maillage partenarial est aussi important. Et que bien évidemment les professionnels sont engagés aussi pour du coup signaler quand il le faut et solliciter des mesures de protection quand cela est nécessaire. Voilà pour présenter les services. Merci beaucoup. Maintenant va intervenir Madame Lecornet, qui est substitut du procureur au parquet du tribunal judiciaire de Lorient. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Marie Lecornet, je suis magistrat au parquet de Lorient, 2 tribunaux judiciaires en réalité sur le Morbihan. On se partage le territoire juste sur une question de compétence en fonction des lieux du département. Et je travaille au sein du tribunal, au parquet. Le parquet est en charge de la direction des enquêtes de police et de gendarmerie, mais également de la détermination de l'action publique et porte la voix de la société aux audiences, notamment pour orienter le tribunal, pour faire une présentation vraiment à gros traits. Et au sein du parquet, c'est l'équipe du procureur de la République, nous sommes plusieurs. J'en fais partie et je suis spécifiquement en charge des majeurs vulnérables puisque je traite en fait l'ensemble des signalements relatifs aux majeurs vulnérables, qu'il s'agisse de demandes de protection au plan civil, mais j'y reviendrai, ou plutôt des signalements en lien
avec les violences que peuvent subir ces personnes. Et je pense qu'on parlera de la notion de violence et de son caractère assez polymorphe, si je puis dire. Mais voilà, pour savoir à quel tribunal se vouer, si je puis dire. Pardon, vous m'entendez pas depuis le début, je suis désolée. Pour savoir à quel tribunal finalement s'adresser, il y a voilà, c'est assez simple puisque en fait, en réalité, il suffit de taper sur votre moteur de recherche quel est le tribunal compétent pour savoir quel sera votre interlocuteur, je vais y arriver, judiciaire sur le département et notamment à qui adresser vos signalements. J'y reviendrai sur le processus plus spécifiquement. Mais voilà, je n'ai pas d'homologue vanté aujourd'hui, mais je pense que les systèmes et les circuits de signalement sont à peu près les mêmes. Et voilà, donc je vais évoquer ces questions-là, je pense, plus après, parce que ça peut être intéressant aussi sur la notion de signalement et de secret professionnel, évidemment. Concernant l'accessibilité des personnes vulnérables par rapport à la justice, je rappelle qu'il y a plusieurs points d'accès au droit. La carte est diffusée juste derrière nous, mais il y a un maillage quand même territorial assez important pour rappeler que ces structures, elles sont évidemment ouvertes aux personnes vulnérables, mais également à leur accompagnement sur tout le territoire. Et c'est souvent la porte d'entrée finalement de procédures qui peuvent aboutir, même si vous êtes évidemment les premiers interlocuteurs des personnes vulnérables et qui sont les premiers, en première ligne, si je puis dire, pour signaler des situations de violence, parce que c'est le thème de la table ronde, mais également tout autre type d'atteinte. Mais on y reviendra, je pense, sur les atteintes qui peuvent être finalement portées à des personnes vulnérables comme à des personnes moins vulnérables, si je puis dire. Voilà. Merci. Merci. Donc maintenant, Madame Ledin, qui est major et commandant d'unité à la Maison de protection des familles du Morbihan. Merci. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc j'ai vraiment l'honneur de commander depuis bientôt 5 ans. Nous sommes très jeunes. Nous allons fêter nos 5 ans au mois d'août prochain. Donc la Maison de protection des familles, très rapidement, nous sommes très nombreux, 5, sur le département. Voilà. Quand on enlève les zones étatisées, les zones police, effectivement, ça fait un grand terrain de jeu. 98% du territoire est en zone gendarmerie. Pour le Morbihan, nous sommes basés à Vannes. Nous nous déployons sur tout le département au profit de nos collègues de brigade. J'ai souhaité faire un petit focus sur l'activité. À l'origine, la création de la MPF, la Maison de protection des familles, c'était une idée dédiée aux actions de prévention. Au regard du volume, Madame la substitut a pu évoquer effectivement, voilà. Le volume, nous avons été obligés de développer notre axe enquête judiciaire. Nous sommes tous officiers de police judiciaire, ça tombe bien. Donc vous voyez, 41% de notre activité concerne donc les victimes, les proches et les auteurs parfois. Prévention, 35%. Il reste l'importance aussi du partenariat. Je voulais juste, alors c'est entre nous, on est entre nous, c'est de vous dévoiler le plan d'action du groupement de la gendarmerie. Et je voulais juste dire qu'au milieu de nos publics vulnérables, nous avons les personnes en situation de handicap. Ce n'est pas juste pour aujourd'hui, parce qu'on se préoccupe aujourd'hui d'eux. Non, depuis le départ, on a eu une page blanche en août 2020. On avait le public des personnes en situation de handicap. Très modestement, nous n'en connaissions rien, ou si peu, qu'il a fallu creuser, travailler, et notamment on s'est tourné vers les professionnels, vers les personnes ressources, vers les proches, les aidants, des personnes qui sont confrontées à des difficultés, parce que notre société n'est vraiment pas adaptée aux difficultés, aux troubles, en général. Une autre infographie, alors généralement je le dis, mais bon, on est nombreux, tant pis je le dis quand même. Je ne suis pas très douée en informatique, sauf que c'est mon infographie et je suis très fière de vous la montrer parce qu'en fait, la MPF, vous voyez, elle est au milieu. Pas parce qu'on est au milieu et que c'est nous le plus important, c'est juste qu'on a eu vraiment besoin de vous. Et Territoire, je trouve, du Morbihan est très riche pour ça, en association et en service. Et voilà, à la fois sur le champ de la prévention, vous voyez, cette partie verte, et sur la protection, c'est-à-dire la partie judiciaire, ce sont les personnes, en fait, vers qui nous allons, sur lesquelles nous nous appuyons pour être au mieux en capacité d'écouter, d'accueillir, d'écouter et de recueillir la parole. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Merci. Merci.
Merci. Maintenant, Madame Ledoux, qui est médecin au groupe hospitalier Bretagne Sud, et notamment à l'hôpital de jour violence intrafamiliale. Bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Cathy Ledoux, je suis médecin légiste de formation initiale. J'exerce donc sur plusieurs services à l'hôpital de Lorient, notamment à l'unité médico-judiciaire où nous sommes amenés en tant que spécialistes de la violence à examiner les personnes qui font l'objet d'une enquête pour infraction pénale, les victimes, donc pour faire un constat de blessure et fixer à la fameuse ITT, incapacité totale de travail. Voilà. J'ai également une activité de gynécologie médicale sur service de gynécologie et depuis le 1er janvier 2024, l'hôpital de Lorient a mis en place une nouvelle consultation qui est une consultation dédiée à l'accompagnement des personnes victimes de violences intrafamiliales sous forme d'un hôpital de jour. C'est un service qui regroupe plusieurs professionnels, qui permet de faire le bilan en fait de l'état de santé global et physique, psychique et sociale des personnes qui ont été donc victimes de violences, qui souhaitent en sortir et se reconstruire. Nous sommes un service donc, qui est ouvert seulement à temps partiel, puisque nous sommes ouverts 1,5 jours par semaine, c'est-à-dire tous les jeudis et un lundi sur deux, de 9h à 17h, une semaine pendant les périodes de congés scolaires, et nous sommes fermés 3 semaines l'été. Dans ce service, donc, nous sommes 2 médecins, nous avons 2 assistantes sociales, 2 infirmiers et une psychologue. Nous réalisons donc l'accueil des personnes donc, qui sont volontaires pour être accompagnées et orientées selon leurs besoins définis au cours de cette première hôpital de jour. Et en fait, on sert un petit peu de béquille et d'orientation pour augmenter améliorer leur santé, voilà, et leur faciliter le parcours. Donc, je vous ai défini un petit peu le rôle et les missions de chacun. En fait, nous faisons en sorte de limiter les répétitions de la personne victime, puisque c'est très, très désagréable de répéter plein de fois la même chose. Et nous essayons, donc chacun dans notre champ de compétences, de voir un petit peu, de dégager leurs besoins, de les raccrocher aux soins, puisque les personnes qui sont victimes de violences sont des personnes qui souvent se sont oubliées ou ont désappris à s'occuper d'elles-mêmes. Et donc, on essaye de voir un petit peu où est-ce qu'elles en sont dans leur santé et leur aider à raccrocher un petit peu, à réapprendre le soin. Nous sommes là aussi à l'interaction de plein de partenaires, de dispositifs, de collègues. Donc, nous interagissons avec les ressources en interne des services le plus souvent d'addictologie, de gynécologie, de pédiatrie, donc l'unité médico-judiciaire, la PAS, la santé psychique à l'EPSM, mais également à d'autres services, ça peut être l'ORL, l'orthopédie, etc. Et puis, nous interagissons beaucoup avec les professionnels du champ des violences, associatifs notamment, et du champ social, pour justement aider au maillage et faciliter le parcours et les démarches et l'information sur leurs droits de ces personnes victimes. Donc l'écoutille, évidemment, sur notre secteur de santé, de territoire de santé, la sauvegarde, France Victimes, le planning familial et les centres médico-sociaux et les assistantes sociales de la CAF, notamment, pour les aides d'urgence. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce qu'on propose. Et je trouvais important de rappeler, si ce n'est pas connu, qu'il y a un dispositif spécifique dans les hôpitaux qui est porté par l'hôpital de Lorient, mais qui existe aussi dans les autres hôpitaux du Morbihan, qui s'appelle Handi Accès Morbihan, et qui permet de préparer une consultation pour qu'elle se réalise dans les meilleures conditions, donc en amont, pendant et après la consultation. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, mais qui peut faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap, quelque handicap que ce soit, pour justement les conditions de consultation. Voilà. Merci bien. Pour entrer, après cette présentation des personnes et des dispositifs de soutien, pour entrer plus directement dans le sujet, on avait pensé à aborder la question des différents types de violences, pour en permettre la caractérisation.
une courte diapositive d'introduction pour dire que ce qu'on voit du sujet, c'est souvent la situation individuelle, mais comme l'a rappelé Madame Rabatel, ça s'inscrit dans un contexte et notamment un contexte sociétal. Est-ce que l'institution, est-ce que la société est plus ou moins tolérante à la violence? Est-ce qu'elle est plus ou moins engagée sur la voie de la bientraitance? Et est-ce que aussi, dans le cas d'un accompagnement, est-ce que les moyens sont donnés à la structure et au personnel pour pouvoir travailler dans des conditions qui sont favorables à la bientraitance ou pas? Ces questions-là se posent aussi au-delà ou plus globalement que les questions individuelles qui sont effectivement celles qui émergent, notamment lorsqu'on en vient aux questions judiciaires. Donc pour évoquer les différents types de violences, je crois que c'était à nouveau vous, Dr Ledoux, qui aviez proposé quelques diapositives. Alors moi j'aime bien toujours parler de commencer une intervention par une définition parce que ça permet d'un petit peu de poser le cadre et aussi de comprendre un petit peu l'évolution de la société, des mentalités et l'évolution de la loi. J'ai repris la définition des violences de 87 du Conseil de l'Europe, qui parle bien d'acte ou d'omission, puisqu'on imagine toujours la violence sous sa dimension active, mais on peut être aussi violent en ne faisant pas, en privant, en négligeant. Donc une personne portée atteinte à sa vie, à son intégrité corporelle ou à son intégrité psychique, à ses libertés, et ces violences compromettent le développement de la personnalité et la sécurité. En 2021, la Commission nationale de lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance a fait un petit peu évoluer cette définition et on voit bien qu'elle s'est attachée à s'intéresser à la maltraitance sur les personnes en situation de vulnérabilité. Ce sont des gestes, des paroles, des actions ou défauts d'action qui compromettent et portent atteinte à son développement, à ses droits, ses besoins sont fondamentaux et également à sa santé. Cette atteinte, elle peut être produite par une personne en qui elle a une relation de confiance, de dépendance, de soins et d'accompagnement. Ces situations de maltraitance peuvent être ponctuelles, mais elles peuvent être également durables. Elles peuvent être institutionnelles ou privées. Elles peuvent être donc individuelles, collectives ou donc institutionnelles. La notion des violences institutionnelles, elle n'est pas si vieille en fait. Enfin, elle n'est pas si vieille parce que je me considère encore très jeune. Elle est apparue dans les années 80. On parle de la notion de maltraitance institutionnelle, de burn-out, de risques psychosociaux. Donc c'est les années 80. C'est surtout par rapport au lieu où se commettent ces faits-là. Elle concerne soit les usagers de ces lieux, mais également les professionnels travaillant dans ces lieux. Donc des violences dans l'établissement ou par l'établissement. Pour parler des différents types de violences, Madame Stéphan avait rappelé les pourcentages de types de violences qui étaient dénoncés au niveau des chiffres officiels nationaux par les instances. On a beaucoup parlé des enfants battus, des femmes battues, et maintenant on sait, parce que la culture, la diffusion de l'information a fait évoluer nos représentations et nos mentalités. Pareil, c'est pas si vieux. Quand j'ai commencé à exercer en tant que médecin légiste, on s'attardait beaucoup à l'examen du corps. Et maintenant, avec l'évolution des lois, et notamment depuis 2010, et la notion de harcèlement psychologique, on s'inquiète, on s'intéresse aux violences verbales et psychologiques et à leurs impacts. Les violences verbales et psychologiques, finalement, quand il y a de la violence physique, elle n'est pas nue, cette violence physique. Elle est associée et voire il y a une violence verbale et psychologique qui a préexisté à la survenue des violences physiques. Ces violences verbales et psychologiques, elles recouvrent tout ce qui va être cri, tout ce qui va être insulte, tout ce qui va être dénigrement, menace, tout ce qui va être isolement, dévalorisation, humiliation. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont vraiment à observer, à rechercher et qui font plus mal finalement que la violence physique et qui laissent des traces sur le plus long terme. Les violences sexuelles,
Bon, les violences physiques, ça c'est donc assez fréquent, assez compris, mais c'est parfois important aussi de les nommer, de les illustrer lorsque vous discutez des violences auprès d'une personne dont vous suspectez des violences. Les crachats, les bousculades, les gifles, ça fait partie des violences physiques, et beaucoup de gens n'ont pas les mêmes normes que nous, parce qu'on a appris, mais quand on grandit, l'apprentissage des normes n'est pas la même d'une famille à l'autre. Et donc, pour certains, la bousculade, ça ne fait pas partie de la violence et c'est important de la nommer. Voilà. Ce n'est pas parce que ça ne laisse pas de traces que ce n'est pas violent. Les violences sexuelles, donc c'est les violences à type d'attouchement. Ça peut être les pénétrations. Ça peut être l'exposition à de la pornographie qui non souhaitées. Ça peut être des violences c'est déjà pas mal, ça regroupe déjà pas mal de choses. Les violences matérielles, ça va être des dégradations de choses appartenant à la personne. Ça peut être le fait aussi de cacher, de ne pas permettre l'accès à ces moyens de communication ou de casser les moyens de communication. Ça peut être tout ce qui va être violence économique et administrative, ça va être le non-accès par exemple à ces moyens de paiement, à ces papiers d'identité, le fait de ne pas pouvoir travailler, le fait de ne pas pouvoir aller obtenir une formation, de la libre circulation aussi. Voilà. Les violences en lien avec la parentalité, en lien avec la fécondité, le fait de ne pas pouvoir avoir accès aux soins, à un moyen de contraception, à une demande d'IVG, ou se voir imposer une demande d'IVG. Le fait de ne pas reconnaître ses compétences en matière de parents, et notamment dénigrer ses compétences parce qu'on est porteur d'un handicap. Ça fait partie du champ des violences. Et puis, il y a toute cette cyberviolence qui est apparue avec tous ces moyens de communication, ces supports numériques qui sont magnifiques en termes de possibilités, mais qui sont aussi très impactantes lorsqu'il y a du mésusage. Rapidement, les violences, quand elles apparaissent, on voit une marche, une escalade dans l'intensité et dans la fréquence, et c'est souvent des violences qui apparaissent de façon cyclique. Vous pouvez bouger. Plusieurs outils nous permettent de les dépister, qui sont pas mal diffusés maintenant. Le violentomètre, c'est quelque chose qui permet de discuter, d'aborder les choses. Lorsqu'on est face à une personne vulnérable en situation de handicap, toujours s'inquiéter de son niveau de connaissance, de ses capacités d'expression, de ses capacités de compréhension, et penser à tout ce qui est outils existants, notamment donc facile à lire et à comprendre. Je vous ai mis quelques liens comme handiconnect.fr, santébd.org, c'est des exemples qui permettent de poser, de nommer et de parler de la même chose. Parce qu'on s'aperçoit que lorsqu'on veut parler des violences, entre la personne qui va aborder et la personne qui veut communiquer, parfois les mots qu'on utilise ne sont pas compris de la même façon, ne sont pas interprétés de la même façon et il peut y avoir des erreurs de compréhension. Voilà. L'importance du questionnement systématique, d'aborder les choses et d'expérience. Quand on aborde simplement, naturellement, les réponses viennent simplement et naturellement et sans tabou. Voilà. Et pour toutes les personnes, ce que Madame Rabatel disait, quand on n'est pas en capacité de s'exprimer, c'est l'importance de l'entourage, des professionnels, d'observer, d'aller à la recherche de ces signes d'alerte, de ces changements finalement de comportement, de verbalisation, d'expression, et d'être sensible à ce que l'autre veut dire. Et on y reviendra plus tard sur d'autres diapositives.
Je vous ai fait un petit focus sur les violences au sein de la famille ou dans une institution sociale ou médico-sociale, on va retrouver le même type de violences qui peuvent être donc inter- ou pluri-individuelles, qui coexistent aussi, là aussi, souvent, très souvent. Et j'ai fait un focus surtout aussi sur tout ce qui va être carence, négligence et privation. Voilà. Merci. Donc, on est allé de la caractérisation des violences qui élargit le champ au-delà de la brutalité physique immédiatement constatable, jusqu'à la question du repérage avec l'ouverture du dialogue et le fait de pouvoir poser la question et être à l'écoute de ce que la personne peut exprimer par des modes qui lui sont adaptés. Pour poursuivre sur ce sujet, à partir du moment où il y a une violence qui a été identifiée, ou du moins on a la suspicion d'une violence, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour faire le lien avec les institutions qui pourront en accompagner la prise en charge, du repérage à l'accès, puisqu'on sait aussi que se posent des questions d'accès à la fois pour toute personne victime de violence, mais en particulier des personnes en difficulté pour se déplacer ou bien qui ont un mode de communication qui n'est pas le mode de communication le plus ordinaire. Voilà, qu'est-ce qui peut être fait pour favoriser l'accès? Qui parmi vous veut enchaîner sur cette question, avec ou sans diapo? Le militaire va y aller alors, hein, on va aller au combat. Non, l'accessibilité, oui, effectivement, de façon matérielle, et ça, mon institution a fait de gros efforts quand même, mais toutes nos brigades sont quelques siècles, certaines, le groupement en particulier. Et l'exemple, je vais le retourner vers moi, nous sommes au second étage, nous n'avons pas d'ascenseur, voilà. Quoi qu'il en soit, nous avons des salles en rez-de-chaussée, évidemment. Différents outils, effectivement, de communication, je vous le disais tout à l'heure, ça a été le gros travail de la MPF, c'est de pouvoir communiquer avec toutes les personnes. Merci, ça c'est mon PPT. Pour vous dire, l'année dernière, donc, nous avons été confrontés à une volumétrie, à une augmentation très importante de nos saisines. Ainsi, vous êtes en situation de handicap. Votre aidant, vous-même, vous êtes en capacité d'aller à la brigade, allez à la brigade. C'est un lieu qui est sécurisé, pas toujours sécurisant, on est d'accord, mais on y travaille pour ça. Quoi qu'il en soit, nos collègues, quand ils échangent avec l'aidant, la personne ressource, lorsqu'il y a une plainte à mener c'est pour ça que c'était intitulé « Hors les murs », quand il faut s'adapter à la personne, là encore, je vais l'insister, aux gendarmes de s'adapter, ce n'est pas à la personne à s'adapter. Donc c'est pour ça que dans le carré rouge, nous avons été sollicités par des collègues, nous avons été donc des auditions, et notamment pour 34 personnes en situation de handicap l'année dernière, dont 16 mineurs. Principalement, et là, ce sont des atteintes à l'intégrité physique et des atteintes sexuelles en particulier. Si vous voulez cliquer, nous avons développé vraiment aussi la possibilité d'offrir des lieux dédiés. Évidemment, nous comptons sur les UAPED, donc c'est à l'hôpital de Lorient, à l'hôpital de Vannes. Ce sont des unités dédiées avec une équipe de professionnels, comme a pu vous l'expliquer le docteur Ledoux au niveau de l'hôpital du jour. Vraiment des professionnels dédiés dans un lieu dédié. Sauf que c'est, là encore, Vannes et Lorient. Comment nous, gendarmes, on peut faciliter les démarches de toute victime avec cette vulnérabilité particulière? Eh bien, nous avons, grâce à l'association Sœurs Optimistes, c'est des femmes très engagées, nous avons créé des lieux dédiés, adaptés. Vous avez 2 photos. À gauche, c'est à la gendarmerie de Pontivy. Enfin, à gauche, oui, c'est aussi à gauche pour vous, pas qu'à moi. À gauche, à Pontivy, et à droite, c'est au pôle social communautaire de Ploërmel. En résumé, avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, quand on veut, on peut, mais effectivement, il faut aller identifier les partenaires, les associations, les services qui veulent s'engager pour s'adapter aux personnes, et non pas, je le répète, et je le répéterai toute ma vie sans doute, c'est pas aux personnes en situation de vulnérabilité de s'adapter. C'est à nous d'y mettre les moyens. Merci. Merci pour cet exemple. Si la gendarmerie peut s'adapter aux personnes en situation de handicap, et le fait avec une démarche vraiment volontaire, on peut penser effectivement que c'est une démonstration claire et nette que la chose est possible.
c'est pas le lieu qu'on imaginerait spontanément le plus accueillant. Et là, vraiment, dans ce que vous exprimez, dans ce que vous montrez, il y a cette volonté d'être en lien avec les personnes. On a juste une deuxième slide. Merci. On a aussi des moyens mobiles. Effectivement, l'informatique aujourd'hui, effectivement, il y a des limites, la cyberviolence. Mais nous, notre cyberviolence, c'est de prendre notre matériel et d'aller là où il le faut aussi. Là aussi, c'est possible. C'est juste une histoire de volonté. Et on a un atout supplémentaire dans le Morbihan, c'est qu'on a une collègue. Alors moi, j'appelle ça un outil. Elle n'aime pas ça, hein, évidemment. C'est un chien, c'est pas un outil, on est d'accord. Mais pour nous, pour effectivement faire baisser la pression pour les victimes, faciliter, avoir un échange différent. Nous avons un merveilleux chien et une enquêtrice, hein, au bout de la laisse, hein, quand même, Muriel. Donc voilà, je vous présente Roomba, qui est pour nous un outil extraordinaire. Voilà. Donc quand on veut, on peut. Merci beaucoup. Donc on est très contraint par le temps et on voulait quand même aborder dans cette table ronde des enjeux qui sont importants pour les personnes évidemment, mais aussi pour les professionnels, qui sont ceux des signalements et du recueil du dépôt de plainte, parce que ce sont des moments où se posent des questions. À quel moment on fait un signalement et à quel moment on est dans le cadre d'une relation plus habituelle. Et puis effectivement, le dépôt de plainte qui peut être un moment sur lequel on a une représentation de difficultés. Voilà, comment les institutions se mobilisent pour rendre ces moments plus faciles, moins difficiles. Et puis aussi, quelles sont les obligations des professionnels en termes de signalement. À partir du moment où on a une obligation, la question se pose moins et il faut avancer dans cette voie. Qui parmi vous veut... Merci. Je vous remercie. Effectivement, le signalement, c'est un enjeu pour nous. Effectivement, et je rejoins ce qui vient d'être dit, la gendarmerie doit s'adapter aux personnes vulnérables. Il en va de même, évidemment, pour le tribunal judiciaire. Et je rebondis juste sur cet aspect, puisque, effectivement, il y a des associations au sein du tribunal. Je pense à France Victimes 56, mais qui tiendra un stand cet après-midi, qui est là pour accompagner les victimes dans l'enceinte même du tribunal, ainsi que les aidants. C'est des personnes qui sont véritablement dédiées. Il ne faut pas hésiter à utiliser cette ressource. Elles sont qualifiées. Je dis elles parce que ce sont des femmes qui travaillent à France Victimes en ce moment. Mais voilà, toute petite parenthèse sur cette accessibilité. Concernant le signalement, c'est vous, les premiers interlocuteurs des personnes vulnérables. C'est vous qui êtes sur le terrain et qui êtes en capacité de repérer des situations qui peuvent évoquer soit une situation de maltraitance, soit une situation de grande vulnérabilité avec un besoin de protection. Il y a donc deux types de situations. Je l'ai repris sur le tableau qui figure juste derrière moi. Au plan civil, véritablement, on va parler d'un besoin de protection pour une personne qui est vulnérable, qui va avoir ses facultés mentales ou physiques altérées et qui apparaît isolée au point d'avoir besoin d'une aide dans son quotidien. Je ne vais pas rentrer dans le détail des mesures qui sont déployées, mais le signalement va être important à ce niveau-là, dire que les facultés mentales semblent altérées et que la personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts. Ça, c'est le seul aspect civil. Il existe également, plus spécifiquement pour les mineurs, puisque quand un mineur est en danger, là aussi, on peut avoir une aide au plan civil qui passera par une aide à l'éducation et un soutien souvent à la parentalité quand il n'y a pas une judiciarisation beaucoup plus importante avec véritablement un retrait de la famille. Ça, c'est au plan véritablement civil, c'est-à-dire que dans votre quotidien, si vous repérez des situations dans lesquelles un majeur peut se présenter vulnérable et a besoin d'aide, il ne faut pas hésiter, je l'expliquerai dans la slide juste après, à signaler cette situation pour que des mesures puissent être mises en place. Mon rôle au parquet, c'est véritablement de saisir un juge lorsque cette situation de vulnérabilité elle est actée pour que des mesures soient prises. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est le signalement au plan pénal. Et c'est tout l'objet de cette table ronde. Lorsque vous suspectez des violences et plus largement en fait une atteinte à la personne, à sa personne, à ses biens, dès lors, en fait, finalement, pour résumer, pour que ce soit plus simple dans l'acception, qu'il y a un tiers, en fait, qui porte atteinte à la personne vulnérable. Quand vous repérez ce type de situation, il est impératif de les signaler puisque vous êtes les interlocuteurs de ces personnes et c'est par votre prisme que l'information va arriver au niveau des brigades et, in fine, au parquet, en enquête, mais également à l'audience plus spécifiquement au tribunal judiciaire. Donc ce signalement, il est extrêmement important. Je sais que ce n'est pas toujours simple.
de signaler parce que on se pose beaucoup de questions. Quoi signaler? Est-ce que comment signaler? Et surtout, parfois, ça peut contrevenir à la notion de secret professionnel. Ça, c'est une question qui se pose souvent. Et je dois dire qu'il y a des garde-fous qui sont posés par la loi. Je vais être assez claire, mais il y a toujours une possibilité de signaler. Toujours. La loi le prévoit. Je vais faire référence à mes notes parce que je ne connais pas le texte par cœur, mais si vous avez connaissance, dans le cadre de vos fonctions, d'une situation de maltraitance, de privation, de sévices, et que la personne n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, vous avez la possibilité de lever ce secret professionnel et d'en faire part à la justice. Je dis la justice au sens général, mais ça peut être la gendarmerie ou directement par le procureur. Je vous expliquerai comment faire dans un second temps. Mais véritablement, il y a cette possibilité de lever le secret professionnel dans ce cadre-là. Il y a aussi, et ça a été rappelé par Madame Rabatel en début de son intervention, une obligation de signaler. C'est le côté un peu plus coercitif, si je puis dire, mais ça vous montre à quel point c'est important. C'est-à-dire que le Code pénal prévoit une infraction si une personne s'abstient de signaler une situation de danger, de péril grave pour une personne, et si elle s'abstient et que finalement ça peut mettre en danger la vie de la personne tout simplement. C'est une infraction qui est punie des peines qu'a rappelé Madame Rabatel, mais c'est pour vous dire à quel point c'est important de signaler quand vous avez connaissance d'une situation de danger et que finalement ça peut constituer une infraction pénale. Je ne veux pas parler sous cet aspect-là parce que ça fait un peu peur, mais véritablement soit en parler directement, soit provoquer un secours, mais agir en fait quand il y a une situation de maltraitance qui concerne une personne vulnérable. On sait que les personnes vulnérables, mais ça je pense que je ne vais pas vous l'apprendre, sont en difficulté pour signaler ces difficultés-là. Donc vraiment, le signalement c'est la clé et c'est véritablement un enjeu extrêmement important. Je ne sais pas si sur... Voilà, je vous remercie. Signaler, c'est pas forcément simple. Je pense que vous voyez pas grand-chose en plus. Je suis navrée. Je suis désolé, il reste seulement quelques minutes. Est-ce qu'on pourrait avoir le temps de dire quelques mots sur le dépôt de plainte, qui est, je pense, une étape qui est assez inquiétante, en tout cas dans la représentation qu'on en a, pour voilà, au moins aborder le sujet. Sur le dépôt de plainte, dire quelles en sont les suites également. C'est ça. En fait, lorsqu'une situation va nous être signalée, nous, au pénal, on va saisir une brigade de gendarmerie ou un commissariat d'une demande d'enquête. C'est cette demande d'enquête, cette enquête va se dérouler ensuite sous l'égide des militaires et des fonctionnaires de police. Et là, sur le dépôt de plainte, je pense que vous serez plus à même que moi, major, pour en parler. Mais le dépôt de plainte, véritablement, c'est un enjeu crucial. Et le recueil de la parole, il l'est tout particulièrement, notamment à la Maison de protection des familles. Oui, en fait, nous on rappelle tout simplement que les personnes, qu'elles soient ordinaires ou non, ont des droits et doivent l'exercer. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, on y met des moyens adaptés, mais quoi qu'il en soit, une brigade et un commissariat doivent être le lieu d'un dépôt de plainte et d'exercer ses droits. Donc, nous avons aussi ce souci de rendre compte au procureur de la République des faits qui ont été signalés, dénoncés, portés à notre connaissance. En matière de violence, notamment aux personnes, l'ouverture d'une enquête est automatique, systématique. Nous n'avons pas à tergiverser. Voilà, nous ne sommes pas juristes. Donc on ouvre une enquête, on étaye, on travaille, on essaye d'obtenir la coopération de la personne. Et Dieu sait que ça peut être compliqué pour les victimes. Et puis après, on chemine, on échange sur le dossier avec le magistrat de permanence qui nous donne des instructions d'expertise, d'opération. Et après, la suite, on espère qu'il y a des engagements de poursuite. C'est ça fait après le parquet, à la suite d'une enquête. En fait, votre signalement, il va cheminer par nous. Nous allons saisir un service d'enquête et à la fin du travail d'enquête, c'est le parquet, donc notre équipe qui choisira si oui ou non ces faits doivent justifier la saisine d'un tribunal ou non. Voilà, donc véritablement, le signalement, il est important. Et je rappelle mais les coordonnées, je pense, pourront être redonnées par la suite. Mais comment faire au plan civil, je vous l'ai expliqué très brièvement pour les mesures de protection. Et au pénal, véritablement, quand il y a une situation d'urgence, et ça, j'insiste, urgence, c'est-à-dire véritablement des faits qui sont extrêmement récents et un risque qui est majeur pour la personne, qui mettrait vraiment
sa santé en jeu, sa vie même, si je puis dire, des possibilités de signaler directement au procureur par l'intermédiaire d'une boîte mail qui est relevée tous les jours, parce qu'il y a toujours un magistrat de permanence 24 heures sur 24 qui peut intervenir. Donc des situations d'urgence qu'il ne faut pas hésiter à nous signaler, parce que c'est ce qui va permettre en fait la saisine immédiate d'un service d'enquête. Voilà. Pour tous les signalements moins urgents, j'ai précisé la marche à suivre, je ne vais pas empiéter sur le temps, mais véritablement, n'hésitez pas à signaler. Et je rajoute qu'il y a un guide qui est en cours d'élaboration, que j'ai travaillé avec l'association Cap Autonomie Santé, et qui a vocation à aider les signalants et à vous rappeler quels sont les critères qui peuvent entrer en ligne de compte, non pas pour que vous qualifiez les faits, parce que ce n'est pas votre travail, c'est le nôtre, mais véritablement qui peuvent vous aider à savoir quelles situations doivent être signalées. Voilà. Merci. On s'achemine de manière malheureusement un peu précipitée, mais la circulation à Vannes nous a mis beaucoup en retard pour démarrer la séance. Vers la fin de cette table ronde, est-ce que parmi vous, il y a une personne qui estimerait qu'il y a une information ou un message important pour les participants, donc personnes en situation de handicap et professionnels, qui serait utile à exprimer parce qu'il n'y en a pas eu le temps, ou sur lequel il y aurait utilité à insister avant qu'on conclue? Moi, je rebondis juste sur la notion de dérogation au secret professionnel, notamment le secret médical. C'est souvent ce qui est très opposé à la peur de révéler, de peur de signaler. Cette possibilité de signalement qui existe dans les différents codes qui nous touchent, ça ne déroge pas à l'ensemble du secret professionnel. Vous êtes libéré d'une part de cette partie-là d'informations reçues et vous ne devez pas tout raconter. Donc il y a quand même un certain degré de protection du secret professionnel. Et puis, il y a, à partir du moment où vous signalez sur des faits, sur de l'objectif, que vous ne faites pas de signalement de complaisance, il n'y a pas de sanction. Vous ne risquez pas de sanction. Et souvent, c'est ce que les professionnels ont peur de signaler, du risque que ce qu'ils ont dit n'était pas vrai et que qu'est-ce qu'on pourrait leur opposer. Et en fin de compte, dans les faits, à partir du moment où vous êtes honnête et que vous le faites dans toute bonne foi pour protéger cette personne qui a eu confiance en vous et qui vous a révélé ces faits pour que ça s'arrête, parce que le but c'est ça, c'est qu'elle vous révèle ça, dans l'intention aussi que ça s'arrête, d'être accompagné, de sortir de là. Et donc la justice ne vous sanctionne pas. Surtout ne pas rester seul. Ce que je voudrais rajouter, c'est surtout ne pas rester seul sur ces sujets-là. Vous voyez qu'il y a un maillage partenarial et territorial qui est fort. Donc, si vraiment vous avez un doute, une question, c'est vraiment d'avoir confiance dans votre question et de chercher à échanger avec quelqu'un d'autre pour pouvoir avancer avec la personne bien évidemment concernée, mais aussi avec tous les partenaires qui sont présents. Et sur la formalisation des signalements, il y a beaucoup d'outils que vous retrouvez sur le net pour vous aider à rédiger dans les bonnes règles votre signalement pour le faire correctement. Voilà. Il y a le Vademecum qui est très très bien fait et qui a été élaboré par le ministère de la Justice et le Conseil de l'Ordre des médecins. Donc ça peut être une très très bonne trame. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé parce que compte tenu de l'horaire, on n'aura pas le temps d'avoir un échange avec la salle. C'est très frustrant, mais merci beaucoup à nos intervenantes sur place et à distance.